Bon, on va pouvoir commencer alors du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette conférence intitulée donc Urbex et patrimoine, une expérience dans le parc Balzan. Mais c'est avant tout une table ronde qui est consacrée à la sortie de cet ouvrage devant Balzan Friche en mémoire, qui présente le site industriel sous le regard d'un explorateur urbain dont je vais m'empresser de vous présenter, qui est à ma droite. Olivier Chantôme, bonjour. Alors vous êtes donc photographe indépendant, natif de Châteauroux, et vous avez un intérêt tout particulier pour les traces du passé et les aspects mémoriels du bâti. Vous pratiquez aussi l'exploration urbaine, qu'on appelle également l'urbex, et vous vous intéressez aussi tout particulièrement aux lieux abandonnés, notamment au Moyen-Orient et aussi à Châteauroux. Vous avez mené plusieurs expositions en ce sens, notamment en 2018 et 2021. Et en 2021, vous avez travaillé aussi avec le magazine La Brunette, dans le numéro 156, où vous avez rédigé un article du nom des usines Balzan à la piscine Voyage entre deux, où vous traitez de la réhabilitation de cet espace. Et récemment, vous avez à nouveau collaboré avec La Brunette pour cet ouvrage, Balzan Friche en mémoire, qui raconte un petit peu les explorations que vous avez menées entre 2015 et 2022 sur cet espace qui relève d'un sentiment tout particulier pour vous et votre histoire personnelle. Et à la base, qui devait être un inventaire personnel de cette mémoire, vous avez décidé d'en faire un ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas le seul explorateur à cette table, puisqu'on a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Offenstadt. Bonjour. Vous êtes donc historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine, enfin moderne et contemporaine. Et vous avez travaillé sur de multiples thématiques, notamment sur la guerre de 100 ans, mais aussi la Grande Guerre, notamment dans les aspects mémoriels. Vous êtes aussi très présent dans le questionnement de l'historiographie de la discipline, ainsi que sur les usages faits de l'histoire. Et vous vous êtes intéressé aussi aux traces de l'ancienne RDA, où vous avez mené justement des explorations urbaines que l'on peut retrouver dans votre ouvrage Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ces lieux abandonnés, publié en 2019. Et depuis, vous vous êtes aussi beaucoup interrogé sur la place de l'urbex dans les questionnements historiographiques et patrimoniaux, qu'on peut retrouver dans votre ouvrage Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée, publié en 2022 aux éditions Albin Michel. Et aujourd'hui, vous êtes également présent, puisque vous avez participé à l'ouvrage d'Olivier Chantôme, puisque vous avez rédigé notamment la postface, où vous posez votre double regard d'historien et d'urbexeur sur la démarche d'Olivier Chantôme. Nous sommes aussi très heureux d'avoir avec nous Jean-Pierre Sureau. Bonjour. Alors vous êtes un historien spécialiste de la période pré-industrielle, notamment dans les questionnements de sociabilité et de la vie quotidienne des ouvriers à cette époque, mais vous êtes avant tout un historien spécialiste du Berry. Vous dirigez notamment le Centre de recherche d'études et de documentation de l'Inde depuis 2002, ainsi que vous présidez l'Académie du Centre qui promue les recherches en sciences humaines via la revue de l'Académie du Centre. Et vous êtes aussi un spécialiste de Châteauroux, et notamment de l'espace qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque vous avez écrit un ouvrage intitulé « Souvenirs de Madame Pierre Balzan, 1810-1870 », naissance des établissements Balzan paru en 2017, où vous retracez cette histoire de la famille Balzan qui a implanté cette manufacture à Châteauroux. Et vos connaissances ont été sollicitées par Olivier Chantôme pour répondre à certaines questions historiques dans cet ouvrage. Il l'a très bien fait, d'ailleurs. Alors, en guise de première question, et en introduction, j'aimerais vous poser une petite question pour qu'on fasse un rappel. À quoi correspond la pratique de l'exploration urbaine? À quoi ça renvoie? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'urbex? Est-ce qu'il y a une réglementation autour? Et en quelques mots, quels sont les enjeux de cette pratique? J'imagine que c'est plutôt pour moi. Oh oui, pour toi, ça peut être. Voilà, je vais parler puisque c'est une question générale. Donc, l'urbex, vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Hein, c'est un site qui peut paraître compliqué, mais c'est assez simple. C'est urbex, ça vient de l'anglais urban exploration. Donc en français, c'est simple à traduire. C'est exploration urbaine. Le terme est assez intéressant. Je pourrais vous en parler longtemps, mais on n'a pas le temps de détailler. En fait, l'idée, pour être rapide, c'est une visite approfondie d'un lieu abandonné. Alors une visite approfondie d'un lieu abandonné, c'est les deux premiers éléments de définition, et très important aussi, sans considération légale. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de savoir si on a le droit d'y aller ou pas. Parfois c'est interdit, parfois c'est dangereux, parfois c'est quasiment toléré. Alors je sais qu'il y a de la police dans la salle, donc je me demanderai de ne pas écouter la suite de mon propos, et donc d'être en civil. Donc du coup, il arrive évidemment que l'exploration urbaine se fasse donc, de manière totalement illégale, c'est-à-dire que ce que privilégie l'urbexeur, c'est la visite du site.
peu importe les conditions. Par exemple, certains d'entre nous ici, que je ne nommerai pas, sont allés visiter le site Balzor, qui est aujourd'hui en travaux, sans demander l'autorisation. L'idée étant évidemment pas de dégrader ou d'abîmer, mais de prendre des photos, de visiter. Donc 3 critères pour l'urbex, pour commencer. Une visite approfondie, parce que si vous passez au-dessus d'un mur pour prendre une photo de ruine, c'est pas de l'urbex, ça peut être une jolie photo, mais il faut qu'il y ait une visite approfondie, que vous ayez pris du temps. Parfois on peut passer 3, 4, 5 heures dans une usine ou dans un lieu, voire toute une journée, c'est une véritable expédition. Et d'ailleurs, le terme exploration est intéressant parce qu'il renvoie aux explorateurs du 19e siècle qui allaient très loin. On pourrait discuter des parentés entre les deux. Mais il y a cette dimension quand même de quelque chose de consistant. Donc ça, c'est le premier élément. De lieux délaissés, abandonnés ou marginaux. Alors, on peut discuter. Ça peut être une usine, un château, une caserne abandonnée. Ça peut être beaucoup de lieux. Parfois même, on se demande si quand on visite un lieu à moitié abandonné, c'est de l'urbex. Par exemple, si vous allez dans les combles d'un hôtel, qui est un hôtel qui fonctionne, mais que le grenier est abandonné, que vous y trouvez beaucoup de choses, est-ce que vous faites de l'urbex ou est-ce que vous faites parfois, c'est un terme qu'on emploie, de l'infiltration? Quand on visite un lieu qui est intéressant sur le plan patrimonial, mais qui est en activité, on parle d'infiltration. Et donc, une visite approfondie et sans considération légale, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ce que privilégie l'urbexeur, c'est sa visite et c'est pas le statut du lieu. Olivier, vous voulez rajouter Non, mais je pense que la définition, elle est tout à fait juste. Mais après, ce qui est intéressant, je pense que, bon, après le terme urbex s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment depuis, en tout cas dans le cas de la France avec les travaux de Nicolas Fenstein. Mais c'est vrai qu'après, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a souvent fait de l'exploration urbaine sans le savoir quand on était petit ou quand on était plus jeune. Ou, je pense qu'on en a tous fait un petit peu. Et c'est vrai que maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement une typologie de pratique qui se tourne, je dirais, sur ces thématiques-là. Et je pense que, en tout cas, c'est la thématique de l'exploration urbaine. C'est vrai que le caractère illégal, toléré ou pas, c'est vrai que la question se pose. Et j'avoue que je pense qu'il est intéressant, pourquoi c'est un regard d'intérêt aujourd'hui, c'est que je pense que beaucoup de personnes veulent voir au-delà des murs et au-delà des périmètres interdits pour se rendre compte, parce que finalement on se rend bien compte qu'il y a des traces de passages multiples et variés avec beaucoup d'acteurs, des gens qui ont travaillé sur place, et des gens qui ont pu squatter à des moments, ou des artistes qui ont pu travailler sur les lieux, et je pense que c'est toutes des pratiques qui sont intéressantes je dirais, à étudier aujourd'hui. Nicolas Fenstein, vous voulez rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Olivier? Oui, justement, en fait, vous allez me dire, beaucoup d'entre nous ont fait de l'urbex sans le savoir, c'est-à-dire visiter des ruines en ne demandant pas l'autorisation, en y passant du temps. Alors pourquoi on parle d'urbex? Je pense qu'il y a quand même 2 critères. Il y a quelque chose de très nouveau aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et le partage. C'est-à-dire que l'urbex, c'est aujourd'hui des gens qui font des photos, qui les mettent en ligne et qui les partagent. Parce que moi, dans mon enfance, moi j'ai fait toutes les mines du Nord, par exemple, quand j'étais jeune, en allant dans les carreaux de fosse, mais je prenais des photos qui étaient que pour moi, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas d'échange. Donc il n'y avait pas en quelque sorte la création d'une forme de communauté, et c'est ça qui fait que le mot urbex s'est émergé, c'est que c'est pas juste des gens un peu partout comme ils l'entendent, c'est des gens qui partagent. Donc ça fait sens, ça fait communauté, ça fait collectif. Et quand tu disais sans le savoir, c'est vrai, mais c'est pas encore de l'urbex d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas cette désindustrialisation massive qui ne va pas cesser de s'accélérer, il n'y a pas non plus, surtout... En gros, l'urbex c'est aussi l'enfant de Facebook et de YouTube. C'est-à-dire qu'avant, c'est difficile de parler d'un véritable partage. Pardon d'avoir repris la parole. Oh, pas de problème. Alors, vous avez mentionné justement un mot qui est très présent quand on parle d'urbex, c'est la ruine. Olivier Chantôme, pardon. Vous le mentionnez plusieurs fois dans votre ouvrage, vous traitez notamment une partie entière là-dessus. Nicolas Fenstein, vous le mentionnez aussi régulièrement. Quelle symbolique vous attachez à la ruine tous les trois? Quel est le lien avec l'urbex? Et justement, quel est le rapport entre la réalité et les différences imaginaires qu'il y a pu y avoir sur ce mot? Alors, pour ma part, moi, en tant que photographe, c'est sur l'esthétique, beaucoup de choses. Il y a la thématique de l'histoire, des lieux, des personnes qui ont travaillé ou habité. Je vais faire bref. Et surtout le côté esthétique en termes de photographie. Moi, j'ai été un peu bercé par l'imaginaire des romantiques allemands, par exemple. Je me souviens toujours les romantiques allemands, mais pour moi, ça m'a toujours émerveillé de voir les thématiques comme ça, de l'abandon, de la mélancolie. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a surtout attiré, mais surtout aussi une passion pour l'histoire aussi, il ne faut quand même pas se le cacher quand même. Jean-Baptiste, vous voulez oui, je me perçois que j'ai fait de l'urbex sans le savoir, mais je fais aussi de la rurbex. Il y a des ruines à la campagne que j'aime parcourir. Là, ce que je dirais, pour moi qui suis historien, c'est que par rapport à l'aspect communication par Facebook ou par rapport au plaisir qu'on peut avoir exprimé, ça me paraît plus difficile
parce que quand on est tombé dans la marmite de l'histoire, le lieu qu'on visite, il faut essayer d'en extraire ses émotions pour voir la compréhension de la fabrication de ce site. Et donc, c'est une autre approche, mais c'est toujours intéressant d'aller dans des bâtiments dont l'usage s'est perdu, mais où il reste des traces d'une pensée, d'une vie d'autrefois, que ces traces, et Olivier parle beaucoup de traces, que l'on peut retrouver. Moi, par contre, j'en ai retrouvé un peu à côté d'Espace Balzan, en recherchant des maisons ouvrières du 18e, 19e siècle, et on en trouve. Mais ces traces, il faut savoir qu'elles peuvent exister. Donc, le rapport à l'histoire rend un peu plus complexe, à mon avis, la trace, enfin la recherche de l'urbex. Mais Nicolas, je crois, l'évoque aussi dans ses ouvrages, qu'il se pense aussi historien quand il est dans Serville. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, j'aimerais bien vous entendre sur le urbex, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur les émotions, parce que j'ai peut-être une approche un peu différente de la vôtre de ce point de vue-là. C'est-à-dire que comme vous, je cherche l'histoire, c'est-à-dire j'exerce mon métier d'historien, mais pour moi, en fait, l'émotion est aussi un moteur, en fait, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est extérieur au métier d'historien. Et notamment quand vous travaillez, évidemment, sur des lieux, c'est le cas, évidemment, de Balzan. Mais quand vous êtes sur des lieux où vous savez que des gens ont travaillé, parfois ont souffert, surtout au moment de la fermeture des usines, surtout au moment de la désindustrialisation, moi, je ne peux pas m'extraire de cela, en fait. C'est-à-dire que, et du coup, ça me pousse peut-être à aller toujours plus loin, à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Et du coup, je n'extrairai pas l'émotion, c'est-à-dire pour moi, elle est un moteur. Alors, c'est-à-dire que ça peut me pousser à comprendre, et c'est après, évidemment, quand on travaille, on canalise cette émotion. On n'est pas là pour faire ce qu'on appelle une histoire lacrymale, une histoire avec les larmes. Après, il faut prendre de la distance. Mais pour moi, je considère que ça peut être quelque chose qui est moteur et qui d'ailleurs peut-être me fait écrire l'histoire un peu différemment aussi. Ça, sans d'ailleurs que je maîtrise tout, hein, dans l'émotion, il y a des choses que... Donc je vous donnerai juste un exemple à propos de l'ex-RDA. J'ai retrouvé par terre, c'est un des moments qui m'a le plus ému dans ma recherche, j'ai retrouvé par terre le dossier d'une employée d'une usine de blanc de zinc, comme ça dans l'usine abandonnée, complètement abandonnée. Elle avait été rachetée par l'Ouest, et l'Ouest avait fait exprès de la racheter pour la fermer et pour maintenir uniquement ses usines de l'Ouest. Donc vous voyez le capitalisme sauvage des années 90 à l'œuvre. Et cette ouvrière, donc, il se trouve que j'ai rassemblé ces papiers dans un archive, et un peu par hasard, je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée et elle m'a accueilli chez elle à 150 mètres de l'usine abandonnée, sans savoir que je l'avais visitée. J'ai pas été très courageux, je lui ai pas dit que j'avais vu son dossier par terre, parce que je pensais qu'émotionnellement, ça pouvait... Donc je suis resté vague, je lui ai dit, j'ai trouvé des documents sur l'usine, je m'intéresse à l'histoire, je suis historien, j'ai envoyé un truc en en-tête de la Sorbonne pour montrer que c'était pas juste un truc de pique-nique. Et du coup, c'était un moment extraordinaire. Vous imaginez, vous avez retrouvé un dossier par terre, dont vous saviez pas du tout quelle histoire c'était. Je l'ai lu, et cette femme, elle m'accueille chez elle à 200 mètres de l'usine, qu'elle n'est jamais allée revoir. Il se passe quelque chose. Vous avez beau être historien, c'est pas un moment qui est neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas extraire l'émotion, surtout qu'en plus, c'était quelqu'un d'extraordinairement probe, et tout ce que j'avais dans le dossier, j'y allais pas pour vérifier, hein. Je suis pas de la police, même si je sais que c'est un métier noble, il y en a ici. Et donc, je cherchais pas à vérifier si ce qu'elle me racontait était dans son dossier, mais j'ai vu que tout ce qu'elle me racontait correspondait à son dossier. Donc je voyais que c'était quelqu'un qui essayait de reconstituer son propre passé avec intégrité. Donc vous voyez, quand vous êtes dans ces situations-là, c'est difficile pour moi d'avoir un lien comme un peu émotionnel avec le passé. Ensuite, j'essaye de pas comme vous en faire quelque chose qui me dicte mon analyse, mais c'est difficile de séparer les deux. Voilà, c'est peut-être juste un élément de discussion. Moi, pour rebondir sur l'émotion aussi, moi je suis pas académique du tout, mais j'essaye du moins le but aussi du livre, c'était aussi de montrer en tant que photographe, et du coup j'ai quand même une formation en sociologie, donc j'étais pas non plus novice sur ces questions-là de patrimoine, de mémoire par exemple. Et pour moi, l'émotion c'était aussi l'objectif du livre, c'était aussi de montrer aussi l'émotion qu'on peut avoir sur ces bâtiments abandonnés, et justement j'essaye quand même de faire retranscrire une certaine émotion quand même. Bon, après c'est un parti pris, mais bon, je pense que ça se défend ou pas. Voilà. Alors Olivier, justement, les ruines de Balzan, c'est le sujet de votre ouvrage. Et une première question qui peut se poser par rapport à votre parcours au Moyen-Orient et votre vie en Allemagne, c'est pourquoi avoir choisi Balzan?
Qu'est-ce que ça évoque pour vous par rapport à votre histoire personnelle? Qu'est-ce que l'urbexeur qui est en vous cherchait à montrer avec cette démarche, justement? Eh ben, plusieurs choses. Bon, après, moi, je suis originaire du quartier de l'Hippodrome, donc Balzan, pour nous, c'était vraiment la porte à côté. Et plusieurs, je vais faire très rapidement, parce que j'en parle vraiment beaucoup dans le livre, mais mes arrière-grands-parents ont travaillé dans l'usine. Mon grand-père a travaillé dans les ponts de Guinard, donc qui était à proximité du site Balzan. Donc j'ai toujours entendu parler de Balzan. Et puis bon, nous, jouer avec mon frère à côté, on allait tout le temps en vélo, puis surtout dès qu'on voyait une porte ouverte, on se gênait pas pour rentrer. Et c'est vrai que je me rappelle, moi, quand le château, la tour d'Aumont, donc maintenant qui a été tout rénové, moi je rêvais d'aller dedans. On est dans les maisons de maîtres. Bon, je n'ai pu y aller qu'en 2000 l'année dernière, mais nous, quand on était petits, c'était le sacro-saint de pouvoir rentrer dedans, savoir s'il y avait des meubles, s'il y avait des bouquins. Et du coup, voilà pourquoi Balzan m'intéressait. Et puis surtout, ce qui a suscité aussi tout cet intérêt, c'est que quand je suis revenu, que j'avais plus Châteauroux depuis maintenant, ça fait 20 ans déjà. Et en 2015, je suis revenu dans le quartier pour faire mon petit tour habituel, parce que je savais que Balzanéo allait arriver à un moment donné. J'ai vu que toute une partie justement du dédale de rue était déjà détruit, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'est vrai que là, je rejoins aussi Nicolas sur cette question, c'est qu'au départ, c'était pour moi les photos, c'était pas pour faire quelque chose d'un projet photographique, c'était pour moi, pour pas oublier justement, et justement je suis rentré dans les bâtiments qui allaient être détruits un mois après, justement pour me rappeler que quand on était petit ou adolescent, c'est là qu'on allait boire nos premières bières, qu'on écoutait de la musique, faire d'autres choses aussi. Voilà. Alors justement, ce rapport avec votre histoire personnelle et sentimentale, on la ressent pleinement dans votre ouvrage. On a plus l'impression d'une approche mêlant le patrimoine et la mémoire. On a vraiment l'impression d'être plongé dans un récit, comme si on suivait les carrières d'un explorateur dans vos périples et dans les sentiments qui vous animent. Et il y a aussi une certaine particularité dans cet ouvrage, c'est une forte place à la photographie que vous avez donnée. Pourquoi avez-vous donné cette place à la photographie? Et vous avez mené aussi une réflexion personnelle sur ce support-là, l'usage de la couleur ou du noir et blanc notamment. Vous avez utilisé les deux dans l'ouvrage. En quoi l'une va permettre de montrer quelque chose de différent de cette ruine et pourquoi à tel moment il est préférable d'utiliser l'une par rapport à l'autre? Alors je vais faire très bref parce que tout ça j'en parle, je justifie toutes les pistes dans le livre. Pour moi je pensais vraiment de faire un dialogue photographie et texte parce que on a parlé de réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a des belles photos, mais on n'a pas les histoires qui vont avec, et surtout les personnes qui ont travaillé dans les usines, en l'occurrence c'est quand c'est des usines. Donc je voulais vraiment faire un dialogue texte et image qui me semblait essentiel pour vous montrer une pratique, pour justifier aussi mes points de vue. Et voilà, je pense que c'était vraiment un point important. Alors après, si on vraiment de l'esthétique noir et blanc couleur, c'est qu'à des moments ça s'y prêtait plus parce qu'il y avait vraiment les papiers peints par exemple avec des couleurs suscitaient vraiment l'intérêt de faire de la couleur. Mais après c'est pas vraiment le plus important pour moi, moi je travaille plus en noir et blanc mais bon c'est pas très important. Mais surtout ce que je voulais, et là je préfère rebondir Jean-Pierre Sureau et Nicolas Fenstadt, c'est surtout vraiment faire par petites touches de l'histoire, de la sociologie, mettre par une palette assez large je dirais pour que tous les lecteurs puissent être intéressés. Mais c'est vrai qu'après, pour revenir justement, je voulais pas refaire un livre sur l'histoire de Balzan, parce que ça avait déjà été fait par Christine Méry-Barnabé qui est ici, et puis par Jean-Pierre Sureau. Je voulais pas du tout faire un livre d'histoire, parce que je suis pas historien, mais je voulais pas faire voilà, je savais que j'ai pu piocher sur le livre de Jean-Pierre Sureau, et je pense que c'était aussi important. Eh bien justement, vous Nicolas Fenstadt, qui pratiquez l'urbex dans votre méthodologie de recherche, et vous Jean-Pierre Sureau aussi en tant qu'historien, quel regard portez-vous sur la démarche d'Olivier Chantôme dans son ouvrage? Qu'est-ce qui fait la singularité de sa démarche pour vous? Et pourquoi la photographie est importante pour cette captation de la mémoire, justement? Dans la démarche d'Olivier Chantôme, moi je retiens deux choses. Il y a sa démarche personnelle qui est, j'allais dire, ce qu'il a vu, ressenti et voulu exprimer par l'image dans son ouvrage, mais en même temps finalement il nous laisse des documents, alors je dis des documents sur un moment de l'histoire de ce site, et surtout de l'usine principale. Un état des lieux sur la tour d'Aumont, donc tour du XVe siècle, avec un très beau portail Renaissance, si je ne m'abuse. Et bien à côté, il y a des sonnettes avec des interphones.
Alors ça fait une belle photo, enfin je dirais, on peut faire mais moi ça me choque un peu et je trouvais qu'il y avait d'autres choses à faire que de faire des appartements à la découpe, même dans une façade, même si elle est néo-gothique 19e, je trouvais qu'il y avait autre chose à faire que des appartements. Voilà, c'est une chose que je pourrais un petit peu critiquer sur Balzan. Après le reste, si on reprend le pavillon de l'horloge, oui c'est une belle réussite, l'auditorium est superbe, et même le campus se marie très bien, mais et Balzanéo aussi d'une certaine manière. Mais après, je serais plus critique sur le château, la tour de Mont en tout cas. Vous les connaissez au Friedstadt, Jean-Pierre, si vous... Ah bah pour ma part, ce que je constate dans ce quartier, c'est d'abord que les Castelroussins se le réapproprient. Il y a tout le temps du monde. Il y a le parc, il y a les promenades dans les bâtiments. Alors bon, il y a des parties restaurées, d'autres qui sont encore en état médiocre. Et je pense que la dynamique de la ville s'est longtemps faite, depuis l'époque des Daumont, la construction d'un deuxième château, la dynamique s'est faite sur ce secteur. Et je crois qu'il la retrouve implicitement. Ensuite, je pense que la restauration de l'usine principale me paraît tout à fait honorable et satisfaisante. Pour les châteaux, je n'ai peut-être pas le point de vue aussi critique qu'Olivier. Ils sont là, il n'y a pas d'erreur majeure, me semble-t-il, dans la restauration en cours. Alors, un enjeu vital, parce que l'un des inconvénients, peut-être entre guillemets, du site, c'est qu'il n'est pas bien compris dans son histoire, dans la mesure où il a été cloisonné. Lance, la première manufacture, qui est un bâtiment d'un intérêt extrême dans l'histoire de l'industrie textile, parce qu'il est encore globalement en place, qui a été occupé par la caserne des pompiers, était fermé, et cet ensemble-là n'a pas encore, à mon avis, trouvé sa finalité, ni l'intégration à l'ensemble d'un parcours. Mais il y a là un site majeur. J'allais dire que l'avenir de la ville est en partie ici. Et la preuve, les secteurs qui s'y développent sont des secteurs qui ont été porteurs, comme les secteurs universitaires ou de start-up. Donc, globalement, oui, c'est très très bien sur cet ensemble de quartiers. Je vais rebondir juste parce que j'ai la réponse à la question de Jean-Pierre Sureau sur la destination de la caserne de pompiers, enfin, le premier bâtiment originel de la manufacture qui a été fait sous Louis XV, pour rappel. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous pouvez toujours aller voir devant, il y a le macaron marqué 1752, tout en haut. Maintenant, on ne peut plus y aller parce que entre Noël et ici, j'ai pu rentrer à Noël, mais là on ne peut plus rentrer. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, la destination, ça sera normalement des logements du Crous, un logement universitaire qui vont accompagner les BUC. C'est une caserne de pompiers avec uniquement des logements qui étaient déjà pour les pompiers. Ça ne sera pas hyper compliqué de refaire des logements universitaires dedans. Donc voilà, la réponse à la question, ça sera des logements universitaires. Ouais. Et vous, Nicolas, peut-être rebondir par rapport à ce qu'ont dit Jean-Pierre Sureau et Olivier Chanteau, peut-être en entendre un constat peut-être plus national sur cette considération des ruines industrielles. Oui, j'essaie de réfléchir pour savoir si on peut synthétiser d'un lieu à l'autre. Évidemment, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup de choses. Je voulais juste dire qu'il y a quand même une chronologie dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, quand les ruines ont fermé, la préoccupation des autorités municipales, c'était de retrouver de l'emploi, de maintenir de la taxe professionnelle. Donc on essayait, surtout dans la région parisienne, dans les années 70, 80, début des années 90, on essayait de recycler très vite. C'est-à-dire que la ruine devait être prise par des entreprises, on devait garder la taxe professionnelle et on devait maintenir l'emploi. Après, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Il y a un basculement dans les années 90 où le monde industriel commence à être devenu comme un potentiel pour la culture. Et c'est le développement de quelque chose que d'ailleurs j'ai vu à Châteauroux se développe aussi, ce qu'on appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire des entreprises un peu hybrides avec généralement des loyers très modérés ou sans loyer aucun, pour créer des activités culturelles, un peu gratuites, un peu ouvertes, pour qu'on mélange de la culture, des restaurants pas trop chers, etc. Ce qu'on appelle des tiers-lieux. Et puis dans les années 2000, de plus en plus, il y a certaines villes, pas toutes, qui commencent à avoir le potentiel même d'image de ces anciennes usines, à la fois valorisation de l'architecture industrielle du 19e siècle, l'histoire ouvrière. Et donc du coup, il y a une tendance plutôt positive aujourd'hui, c'est ce que vous confirmez pour Châteauroux, à valoriser un certain nombre de ces éléments.
En même temps, ça c'est une tendance très générale. Il y en a une autre aussi qui est évidemment, d'ailleurs c'est dialectique, hein, c'est-à-dire que les deux s'articulent. C'est aussi la tendance à oublier aussi des lieux qui ont été des lieux parfois de lutte et parfois des lieux de lutte violente quand les usines ont fermé, et donc d'une mémoire ouvrière qui n'est pas uniquement une mémoire nostalgique et idyllique, hein, qui est une mémoire de lutte, qui est une histoire de violence. Et donc il y a aussi cette tentative d'oubli parfois, soit simplement parce qu'on ne fait rien, soit parce qu'on n'a pas envie de revenir sur un certain nombre de lieux. Et des fois, la mémorialisation n'est pas faite du tout. Par exemple, pour un département que j'ai pas mal arpenté, c'est les Ardennes ouvrières, il n'y a aucune mémorialisation quasiment des usines. Ou alors, c'est assez paradoxal, j'étais dans une assez récemment, c'était fascinant, ils avaient mis une pompe sur le carrefour, qui est une pompe qui avait été fabriquée dans l'usine, et toute l'usine est à l'abandon. Donc vous avez, vous voyez, comme une forme de tension dialectique entre une difficulté à faire une mémoire ouvrière qui demande de l'investissement, de l'argent, aussi une histoire qui est parfois pas simple, et en même temps une volonté de ne pas nier un passé qui est évident. Quand vous avez une petite ville de 5000 habitants et que l'usine est au cœur, difficile de dire qu'elle n'a pas fait l'histoire de la ville. Et donc vous voyez, on est un peu dans cette tension dialectique parce que dans le fond, la mémoire est politique. La mémoire est politique, il ne faut pas croire qu'on parle que d'histoire, de patrimoine. Qu'est-ce que vous allez raconter sur l'histoire d'une usine ? Qu'est-ce que vous allez raconter sur une fermeture ? Une fermeture, ça se fait rarement dans le bonheur des ouvriers, des employés. Ça se fait rarement sans tension et sans lutte. Et donc du coup, vous voyez, il y a quand même une tension, une idée d'un patrimoine qui serait global, général, une politique municipale ou même régionale, et en même temps derrière des histoires qui sont beaucoup plus tendues politiquement. Et donc on est un peu dans ce moment-là où il y a à la fois tout un côté patrimonial, culturel, valorisation. Par exemple, les banlieues rouges, les anciennes banlieues rouges de la couronne parisienne commencent à beaucoup jouer de cette image industrielle. Il y a des choses qui sont magnifiquement refaites. La médiathèque de la Courneuve, c'est Mécano, l'ancienne usine Mécano, c'est magnifique, ils ont gardé la façade. Et donc du coup, vous avez ce côté-là, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait de ces histoires tendues ? Donc c'est un peu cet enjeu-là qui se développe en ce moment, je crois. Eh bien, voilà qui sera les mots de la fin pour notre conférence. Je remercie encore nos 3 intervenants d'être venus nous parler de cette passionnante question du lien entre l'urbex et le patrimoine pour le site Balzan. Je rappelle très rapidement que cette table ronde prend place pour la sortie de votre ouvrage, Olivier Chantôme, Balzan, friche en mémoire. Nous nous excusons de ne pas laisser un temps de questions, malheureusement le temps était très limité, mais nos 3 intervenants seront disponibles toute la journée pour pouvoir échanger avec vous. Olivier Chantôme, un grand merci de présenter votre ouvrage. Vous serez donc présent au stand des éditions La Note toute la journée pour discuter et dédicacer sur votre ouvrage. Nicolas Offenstadt, un grand merci à vous aussi d'avoir été présent. Vous avez participé à la postface de cet ouvrage et vous serez présent au stand des éditions Cousin Perrin pour pouvoir échanger également. Et enfin, un grand merci à Jean-Pierre Sureau d'être venu nous partager vos connaissances sur Balzan et votre regard de... Oui, l'Académie du Centre est à l'église Saint-Martial. Et voilà, vous serez disponible à l'église Saint-Martial pour pouvoir échanger également. Et puis, je vous remercie tous d'avoir été présents ce matin pour assister à cette conférence. Et je vous souhaite un très bon salon et une très belle journée à l'envolée des livres. Merci beaucoup. Merci.